est-ce que vous vous sentez parfois comme des rockstars ou vous avez vu le déclic différent des gens lorsqu'ils parlent d'intelligence artificielle? Est-ce que vous vous sentez comme plus intéressant maintenant qu'avant? Est-ce mais, qu'on est-ce moi, qu'on se sentait plus intéressant? Les gars, est-ce qu'ils se sentent plus intéressants? En tout cas, mes enfants s'assurent de me rappeler que je suis pas du tout une rockstar. Donc, ça, c'est Ça, bon. c'est Ils me super gardent bien. très humble. Je pense que c'est le fun de sentir qu'on est écouté et que les gens sont intéressés à notre contribution. Maintenant, au-delà de ça, moi, c'est surtout le fait que je trouve ça très motivant de voir qu'on a un rôle privilégié pour aider notre écosystème, pour aider le Québec. Au-delà de ça, je pense pas que ça m'est monté à la tête encore. Là, donc, On va te le dire. c'est bon, merci. Ou Aaron va te le dire, c'est ça. Je pense que c'est peut-être important d'apprendre que nous sommes tous rentrés dans ce domaine avant que ça soit devenu quelque chose. Et il y a quand même 10 ans que c'était quelque chose où il y a beaucoup de monde qui rentre, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais nous trois, on a fait le choix juste en intérêt du sujet. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu différent dans le sens que c'est vraiment toujours ça je pense que j'imagine pour tous les trois, qu'on est là pour l'intérêt du sujet, pour le voir comment ça développe, pour l'engagement intellectuel. Donc, toute cette partie-là de le célèbre, c'est pas vraiment intéressant pour moi au moins. Mais ça me fait tellement rire parce que justement, les gens me demandent souvent, ils sont comment en personne? Ils sont... timides, ils sont super humbles. Comme tout le monde. L'intelligence artificielle transforme le monde. Mais ici, au Québec, on structure notre transformation. Comment? En créant les conditions favorables à son adoption. On active toute une communauté. IA Québec. On est ici après quand même un gros marathon, 2 jours au rendez-vous IA Québec organisé par l'IID et Québec international. On a tous et chacun fait des conférences, on a enregistré des balados, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des questions que les gens n'ont pas pu nous poser. Puis là, il y a des questions en fait qui me viennent en tête parce que j'arrête pas de l'entendre à travers vos différents rôles. Là, on a les gens de Mila, Ivado, l'IID. Dans l'écosystème, là, les gens comparent beaucoup Ivado puis Mila. C'est quoi la grande distinction? Oui, peut-être je peux commencer parce que ça, c'est une question qui revient quand même. Qui revient assez, oui. Et honnêtement, il y a les chercheurs, il y a une grande partie des chercheurs d'Ivado sont aussi des membres de Mila. Je pense que c'est ça qui mélange les gens. Je pense que c'est exactement le cas. Et d'un certain sens, les deux ont une partie de leur mandat, c'est d'aller chercher des relations avec l'industrie et travailler avec l'industrie. Je pense que où c'est différent, je vois le rôle d'Ivado un petit peu comme ils mettent les personnes ensemble et ils lancent les projets. Cette question il y a un financement pour les projets. Cette partie-là, c'est pas vraiment, ou c'est pas le parti le plus important à Mila. Mila, c'est l'endroit où, comme moi, je suis membre de Mila, mon bureau, c'est là, je passe la plupart de mon temps là, mes étudiants sont là. Ivado, il rassemble des personnes autour des projets. Et comme on parlait avant, j'ai parlé un petit peu des regroupements qu'on a. Ça, c'est une dizaine d'efforts avec une vingtaine de chercheurs pour chacun de ces regroupements. Donc, on finance et on supporte les travaux dans ces projets. Il y a plein d'autres activités qu'on fait. On fait des semestres thématiques. On a juste vient de terminer un sur les agents, en effet, basé sur les LLM. On avait un sur la sécurité au printemps. Toujours avec les LLM dans ce cas, et on a plusieurs qui s'en viennent. Donc, c'est plutôt, moi, je vois ça comme nos activités sont basées sur les projets et sur cette sorte de effort pour réunir les personnes, organiser cette sorte de truc. Là, tantôt, c'est parce qu'on vous connaît un peu complice, vous blaguez souvent ensemble. Est-ce que, Hugo, tu es d'accord avec la réponse? Oui, non, je pense que c'est précis. Le côté à Mila, c'est plus un environnement physique qu'on réunit vraiment les gens à un endroit. Sans nécessairement avoir beaucoup de programmes structurants comme Ivado fait très bien avec ses regroupements qui, justement, va permettre de mettre en place des projets puis de les financer. Puis
L'objectif à Mila, c'est beaucoup de créer un écosystème vraiment physique où les gens se rencontrent régulièrement. Fait que souvent, le genre de travail qu'on va faire, ça va être d'organiser des événements pour justement attirer les gens puis créer des échanges qui n'auraient pas lieu autrement. Puis ces échanges-là ne sont pas structurés sous la forme de programme de financement, mais sont plus vus comme comment est-ce qu'on s'assure que les gens parlent. Puis notamment les gens du milieu académique, mais aussi du milieu industriel, où on va voir beaucoup de gens des différents acteurs industriels qui vont venir à nos conférences régulières et ainsi de suite. Un autre aspect de Mila qui est fait, c'est les formes d'éducation, de littératie en IA ou d'échanger avec... on a des programmes, par exemple, super intéressants actuellement où on a attiré des chercheurs qui se concentrent plus sur la réglementation ou l'aspect plus impact social de l'intelligence artificielle pour réfléchir sur quels sont les trous à combler puis quel genre de réflexion on va avoir au niveau de la réglementation de l'intelligence artificielle. Fait qu'il y a un élément aussi à essayer d'aller un peu plus loin dans l'impact social, puis que notre recherche puisse rayonner un peu plus. Mais tout ça, vraiment, pas tant que ça pour financer des projets spécifiques, mais juste créer un écosystème qui est actif. OK. Mais c'est quand même éclairant parce que je pense que c'est la question que je me fais le plus souvent poser. Là, c'est quoi la grande distinction? Puis l'autre fois, c'était drôle parce qu'il y avait un plan de communication qui venait pour raconter l'écosystème. Je suis restée bloquée sur la première question, tu sais, Mila versus Ivado, c'est quoi la valeur distinctive? Donc, je pense que je vais juste reprendre ce bout de balado là, pour pouvoir expliquer la prochaine fois parce que notre rôle, c'est aussi de traduire, tu sais, au Québec, on a tellement un grand écosystème, tu sais, de recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche opérationnelle, commercialisation, adoption en milieu réel. Donc, ça fait quand même 200 organismes qui aident. Donc, parfois, ça l'aide aussi de vous avoir comme voix pour vulgariser qu'est-ce que ça mange en hiver, Ivado, Mila. Mais là, je pense que toi, tu es comme le genre de petit frère, le cousin. Oui, c'est le plus jeune et on est un peu l'équivalent, un peu un mélange des deux. On est plus comme Ivado, mais un peu avec du Mila au travers, mais à l'échelle de Québec, la ville de Québec. Donc, c'est un peu comme ça. L'idée, c'est un institut de l'Université Laval d'abord. Donc, il est centré, comme Ivado était à l'origine d'un institut de l'Université de Montréal, maintenant, ça couvre large. Puis d'ailleurs, même, l'idée fait partie de Ivado comme homme académique. Puis il y a plusieurs de nos chercheurs qui sont chez Mila. Mais je dirais que le rôle vraiment à l'échelle de l'Université Laval, c'est un peu comme d'animer, effectivement, d'avoir vraiment de structurer les activités en général, d'avoir le lien avec l'écosystème, d'avoir des événements comme le Rendez-vous IA et autres. Mais on a aussi une équipe de professionnels, un peu comme l'équipe de transfert techno qu'il y a à Mila, mais qui nous aide sur différents aspects de nos activités, autant en appui à la recherche qu'en appui avec des activités moins recherche, mais plus de connexion avec la communauté, de formation, d'appuyer un peu aussi au niveau des entreprises. Donc, on a comme un rôle mixte qui ressemble finalement à un mélange des deux. Mais dans le fond, nous, on n'a pas le luxe de se payer un Ivado et un Mila à Québec. On a fait les deux ensemble dans un seul idée. Mais non, mais on sent quand même la fierté, tu sais, parce qu'il y a tout le temps les rivalités, Montréal, Québec. Là, je ne savais pas si ça allait se passer en intelligence artificielle. Comment vous le sentez, la collaboration, justement, parce qu'il y a tellement d'acteurs? Ça doit définir aussi une nouvelle façon de collaborer. On voit quand même Vidence qui est vraiment maintenant partie prenante avec Cofomo. On voit des géants se mettre ensemble parce que la collaboration, elle se fait de façon différente aujourd'hui. Comment ça se passe depuis que tout ça s'accélère? En tout cas, les acteurs académiques, si on retourne là, 20 ans, c'était un milieu qui était beaucoup plus petit. Fait qu'on se connaissait tous déjà un peu. Puis je pense que c'est certainement à Mila ce qui a contribué à la collégialité qu'on a en plusieurs chercheurs, même aussi à travers le milieu industriel, c'est qu'on se connaît tous depuis les premières ou les années moins populaires où la conférence NeurIPS, par exemple, n'était pas aussi grande. Puis on se reconnaissait parce qu'on parlait tous français de la même façon. Fait qu'on se reconnaissait juste en se croisant dans les couloirs. Puis moi, les gens de l'Université de Laval, je les ai connus comme ça beaucoup aussi. Fait que ça, je pense que ça aide vraiment beaucoup pour qu'il y ait une facilité dans nos interactions. Là, ça, c'est sûr. Tu sais, je suis allée à Paris, Saclay récemment. Puis, tu sais, comment il y a un grand engouement autour de l'intelligence artificielle. Il y avait dans la même conférence Yann Lequin, il y avait Yosha Benjo. Puis la salle était presque vide parce qu'on était dans une salle scientifique. Puis à l'extérieur de ça, tu sais,
c'est des rockstars. Puis là, vous êtes considérés comme des rockstars. Les gens, ils disent: « Hey, on vit un moment historique, on est dans le même salon ensemble. » Est-ce que vous vous sentez parfois comme des rockstars ou vous avez vu le déclic différent des gens lorsqu'ils parlent d'intelligence artificielle? Est-ce que vous vous sentez comme plus intéressant maintenant qu'avant? Est-ce mais, qu'on est-ce que c'est plus intéressant? Les gars, est-ce que c'est plus intéressant? En tout cas, mes enfants s'assurent de me rappeler que je ne suis pas du tout une rockstar. Donc, ça, c'est Ça, bon. c'est Ils me super gardent bien. très humble. Je pense que c'est le fun de sentir qu'on est écouté et que les gens sont intéressés à notre contribution. Maintenant, au-delà de ça, moi, c'est surtout le fait que je trouve ça très motivant de voir qu'on a un rôle privilégié pour aider notre écosystème, pour aider le Québec. Au-delà de ça, je pense pas que ça m'est monté à la tête encore. Là, donc, On va te le dire. c'est bon, merci. Ou Aaron va te le dire, c'est ça. Je pense que c'est peut-être important d'apprendre que nous sommes tous rentrés dans ce domaine avant que ça devenu quelque chose. Et il y a quand même 10 ans que c'était quelque chose où il y a beaucoup de monde qui rentre, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais nous trois, on a fait le choix juste en intérêt du sujet. Donc, c'est un petit peu différent dans le sens que c'est vraiment toujours ça j'imagine pour tous les trois, qu'on est là pour l'intérêt du sujet, pour le voir comment ça développe, pour l'engagement intellectuel. Donc, toute cette partie-là de le célèbre, c'est pas vraiment intéressant pour moi, au moins. Mais ça me fait tellement rire parce que justement, tu sais, les gens me demandent souvent: « Ah, ils sont comment en personne? Ils sont timides, tu sais, ils sont super humbles. Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde, mais je sais pas si les gens à Québec, finalement, rockstar ou pas. Je il pense, hésite quand même. non, je pense que je suis quand même moins visible peut-être qu'Hugo et Aaron jusqu'à un certain point, mais ça me va, là. Moi, je demande pas à avoir une grande visibilité. Ça me fait rire quand même, puis lorsqu'on me sollicite, je vais répondre, puis présence dans les médias ou aux discussions. C'est sûr que sur le campus, je commence à être connu un peu trop des fois, mais c'est correct. Moi, ça me fait rire parce que je suis rentré prof en 2008, puis jamais je pensais que le milieu se développerait comme ça. Je pense qu'en 2008, 2009, 2010, quand on est commencé à être dans le domaine professeur, c'était un domaine ordinaire. Le machine learning, c'était un domaine de recherche parmi d'autres. Puis ça a devenu ce que c'est devenu. C'est sûr, c'est surprenant. Non, moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que j'étais souvent le plus jeune. Puis j'aimais bien le rôle du jeune, le kid qui arrivait puis qui amenait ses idées. Là, je suis rendu vieux. Je me dis, c'est dommage. Là, je trouve plus ce rôle-là d'être le senior dans l'histoire. Donc ça, c'est plus ce qui me frappe actuellement. Mais je pense que ça va. J'ai pas de grands enjeux. Des fois, bien sûr, je reçois des exemples. Je vais chercher les enfants à l'école, puis le responsable commence à me parler de l'article dans la presse qu'il a lu sur moi. Ça me fait rire. Ah bon, OK, il l'a lu. C'était lu, cette histoire-là, là, vraiment. Mais c'est quand même... moi, j'aime ça vous voir de cette façon-là parce que justement, l'intelligence artificielle, c'est tellement rendu le grand sujet de l'ère. On parle des robots qui sont déjà présents. Moi, dans mon quotidien, parfois, il y a des journalistes qui viennent faire des entrevues. Ils s'attendent à voir des robots, puis ils me voient juste devant mon écran d'ordinateur en disant « Mais montre-nous vraiment ce que tu fais dans ton travail. » Je dis « Mais c'est vraiment ça que je fais dans mon travail, mis à part toutes les réunions Teams qui viennent avec ça. Là, mais vous, dans le quotidien, là, le grand mythe du robot, le grand mythe de l'intelligence artificielle, vous devez en défaire quand même quelques-uns. Là. Ben, j'en ai aucun robot dans mon labo, en tout cas, mais je pense que si tu rentres chez nous, au moins dans mon parti de Milan, on peut dire, c'est pas très intéressant. Il y a des ordi et les étudiants qui s'assoient là en train de faire leur travail. Je pense pas qu'il y ait... le parti... Peut-être on peut dire que le parti intéressant, le parti excitant, c'est une question de comment il peut... c'est une question de qu'est-ce que je veux dire? C'est comme les applications qui roulent, mais on voit les éléments comme on voit. Tout le monde a une connaissance, la plupart du monde a une connaissance de ChatGPT et tout ça, mais nous, dans notre travail, souvent,
mettre une cible sur les parties qui ne marchent pas très bien. Mhm. Et donc, c'est souvent pas autant intéressant de voir les résultats dans ces cas. Donc, le travail de tous les jours de l'intelligence artificielle, souvent, ça a l'air pas très intéressant comme résultat. Puis comment vous avez réagi? Tu sais, moi, quand ChatGPT est sorti, j'avais comme enfin une façon d'expliquer à quoi pouvait se servir l'intelligence artificielle. Tu sais, avant ça, c'est sûr que ça l'a amené beaucoup de friction aussi, beaucoup de questions sur son utilisation. Mais en même temps, je pense que ça l'a aidé la cause en disant, ben voici l'extrait que ça peut avoir l'air. Tu sais, ChatGPT, ça vous a aidé ou ça vous a pas aidé? Je pense pour le domaine, certainement, en termes d'offrir des opportunités d'utilisation d'intelligence artificielle, puis pour la société en général, ça, c'est une opportunité extraordinaire. Puis je pense que c'est important de connecter ce moment-là avec toute la recherche qui a été faite avant aussi. Fait que, en partie, je pense, ça, c'est un travail dans le moment actuel de l'IA qui est beaucoup industriel, qui est beaucoup poussé par les plus grandes compagnies. Un des exercices, je pense aussi, parfois qu'on a à faire comme chercheur, qui était là avant, c'est de voir les signatures de nous, ce qu'on a fait là-dedans, pour se l'approprier un peu aussi, ce moment-là, parce que c'est un travail d'équipe là, à l'échelle mondiale. Oui. Il y a eu une concentration particulièrement unique au Québec puis au Canada, mais pas seulement. Puis, donc, moi, je trouve ça très excitant de voir ce moment-là arriver, parce que, effectivement, là, je peux faire comprendre un peu plus aux gens autour de moi, ça peut servir à quoi l'intelligence artificielle. Tu sais, puis il y a quand même des moments où est-ce qu'on se dit: «Ah, tu sais, il me semble que le Québec, si on y avait cru un petit peu plus longtemps avec Element AI, on aurait été les premiers». Est-ce que vous ressentez encore un peu cette rage-là de dire: «Hey, ça aurait pu être nous qui sortons le ChatGPT», C'est quand même, quand ça a émergé, ChatGPT, c'était un peu sorti de nulle part. Je pense qu'OpenAI, même en soi, ne pensait pas que ça connaîtrait un aussi grand succès. Non, C'est un peu, je dirais pas que c'est un accident, mais c'est quand même surprenant l'ampleur que ça a pris. Mais dans le fond, c'est qu'ils ont permis d'avoir une interface qui rendait les choses concrètes sur ce qui se développait depuis quelques années. Ben, je pense que ça allait émerger de quelque part. Ça n'aurait pas été ici, ça aurait pas été ailleurs. Mais naturellement, c'est sûr qu'il y a une concentration dans les Silicon Valley qui fait en sorte que c'était plus naturel que ça émerge de là, mais quand même. Ben, je pense qu'il y avait une certaine vision. Je parle de Ilya Sutskever, qui a vraiment... Je pense que pour moi, en tout cas dans mes connaissances, c'est vraiment son vision qui a vraiment il a poursuivi pour avoir cette sorte de résultat. Et donc, je ne pense pas que c'est juste personnellement, je ne pense pas que c'est juste une question de comme ça pourrait sortir de n'importe où. Ça prend une certaine vision, une certaine... un peu un entêtement. Oui, exact. C'est ça le mot que je cherchais. Dans le sens que juste pour lui, c'était le scale. C'était toujours juste l'échelle, agrandir l'échelle. Et pour moi, je pense que la plupart du monde, c'était surprenant à quel point ça arrive. Les résultats se viennent avec l'échelle. Oui, c'est ça. Mais ça aurait pu être à nous quand même. C'est quoi le moment où est-ce qu'on a fait comme... Et on regrette de ne pas avoir poussé ça un petit peu plus loin. Tout le monde a des petits regrets. Donc, je peux dire, le Transformer, le parti clé de Transformer, c'était développé à Mila. C'était une modèle d'attention, oui, pour la traduction automatique. Le mécanisme d'attention, c'était développé à Mila. Était pris là et développé à Google en forme de Transformer. Il a publié le papier. Google n'était pas vraiment reconnu comme quelque chose de très, très important. Donc, ça, c'est pris de là à OpenAI pour développer des langages naturels. Excusez, les modèles de langage à grande échelle. Et donc, c'est juste de comme penser, de voir tous les traces et dire « Oh, ça pourrait être nous ». Ça existe maintenant, on peut bénéficier de ça. Les modèles de langage de grande échelle, parlant pour moi-même, c'est de changer le travail que je fais énormément. Je pense que je travaille sur les sujets, je pense, qui sont, d'un certain sens, beaucoup plus intéressants parce que je peux imaginer d'appliquer mes théories, mes travaux à une échelle que je ne peux jamais penser avant. Donc, je pense que c'est un temps vraiment intéressant comme chercheur d'être dans le domaine. Au même temps, il y a
ça aussi, c'est juste une position. J'aimerais voir votre opinion là-dessus, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sortent présentement qui n'est pas vraiment d'une qualité que j'apprécie. Oui, OK. C'est juste, il y a beaucoup de travail qui prend les modèles de langage de grande échelle comme un artefact et que présente, il fait certaines choses avec, mais pour moi, il pousse, il avance pas les choses. Il veut juste voir, regarde qu'est-ce que je peux faire avec, et c'est tout. C'est pas très intéressant comme recherche. Le look man au hands syndrome, là, de dire finalement, c'est d'y aller, puis on bricole des trucs, puis finalement, les résultats peuvent démontrer un certain intérêt au niveau applicatif, mais ça ne fait pas avancer les choses au niveau plus fondamental. Fait que je pense que nous, au niveau de la recherche fondamentale, on va vraiment plus s'intéresser à des questions qui peuvent paraître pointues, mais dans certains cas, ça permet de débloquer puis de nous amener ailleurs. Puis c'est pour ça, c'est une construction collective qu'on fait de tout ça. Là. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faut voir. On a tendance souvent à personnaliser, de dire cette personne a été l'inventeur qui a tout, à partir duquel tout est survenu. C'est vraiment comme la création divine, là, quasiment. Là, on aime ça, les parrains, les marraines. Exactement. Mais je pense qu'il faut voir qu'il y a un travail collectif qui est fait là-dedans, puis chacun contribue à sa façon. Puis des fois, les gens contribuent. Ça peut paraître anodin, mais finalement, c'était important. Puis d'autres fois, ça peut paraître vraiment une grande affaire, mais en bout de ligne, non, c'était pas si important que ça. Lié à ta déception de certains des travaux que certains font dans notre communauté, je pense que ça reflète un peu la nature unique de l'IA c'est un mélange entre une science puis de l'ingénierie aussi. Puis ces artefacts-là, ils sont fascinants, en fait. Puis, en fait, tu as des découvertes relativement simples. On pense à Chain of Thought. Tu pourrais voir ça comme du travail d'un point de vue scientifique un peu boboche. Mais en fait, ça a eu énormément d'impact. Mais j'apprécie celui-là. OK, bon. Mais qu'est-ce qui fait que celui-là, pour toi, se distingue versus d'autres gens qui essaient de trouver des façons créatives de les combiner? Puis, honnêtement, le problème que j'ai avec l'état de recherche, je peux dire maintenant, je mets mon chapeau grumpy, c'est qu'il y a plein de papiers il fait un truc. Il utilise un modèle de plus puissante pour améliorer un modèle moins puissant. Et puis, il compare leur modèle moins puissant, leur nouveau modèle moins puissant avec les autres modèles moins puissants. Et c'est pas juste parce que tu utilises un modèle de plus puissant dans votre amélioration. Donc, ça, c'est un truc on voit plein de différentes façons de le faire, mais c'est tout simplement pas un travail qui est intéressant pour moi parce que tu ne peux pas appliquer ça à des modèles de grande échelle, à des modèles au point. C'est parce que tu as besoin de quelque chose de plus avancé pour améliorer votre modèle. Et donc, pour moi, si tu le fais d'une façon efficace en particulier, c'est intéressant, mais d'habitude, ils ne font pas même les bonnes comparaisons pour répondre à cette question. Donc ça, je rentre dans les détails ici, mais... C'est rare qu'on te voit grumpy, mais tu restes avec le sourire. Je le crois souvent, puis c'est assez régulier. Moi, je ne suis pas surpris par ça. Oui, c'est lui, ça sort parce que exactement. La prochaine fois, moi, je ne vous assois pas ensemble dans mon salon, là, je vais vous séparer, justement. Lui, il est beaucoup plus sage, hein, un petit frère sage, d'habitude, c'est pas mal l'opposé. Y a-t-il des affaires que vous êtes complètement tanné qu'on vous pose comme question, ou il y a des mots que vous êtes tanné d'entendre? Par exemple, dernièrement, il y a tout le temps des tendances. Là, c'était le mot responsable, oui, au moins ça perdure dans le temps. Durable. Ça aussi, là, on dirait que ça revient. Là, c'est rendu à la mode, cybersécurité. Moi, quand je faisais de la transformation numérique, il n'y avait aucun moyen que je vende un plan de cybersécurité dans un hôpital. Parce que c'était pas assez sexy. C'était « Anne, on veut notre borne pour accueillir les patients. » Puis là, t'arrivais, tu mettais la borne. Sur la borne, il y avait plein de papiers pour expliquer comment la borne fonctionnait. Puis il y avait des bénévoles à côté de la borne. Puis je vais ça, c'est pas la transformation numérique. Il faut penser à la cybersécurité. Donc, l'IA a rendu quand même populaire certains concepts en données. Donc, est-ce qu'il y a des concepts où vous avez dit « Hey, enfin, je suis capable de le pousser parce que l'intelligence artificielle m'a permis de le faire. » Ou au contraire, tu dis « Ah, voici un autre mot que je vais être tannée d'entendre. » Je suis certain que j'en ai, mais je ne peux pas penser. Les frontier models, j'ai ça, un peu les frontier. Donc, c'est Okay. je trouve que c'est un peu du marketing, de dire c'est vraiment des modèles frontières. Là. Ça fait Star Trek un peu de Last Frontier.
Ça Puis m'agace. ça veut dire quoi réellement? C'est des modèles Au-delà à- du marketing, là, Ben, qu'est-ce que c'est- les gens doivent savoir? Ben, des modèles, c'est dire c'est des modèles à la fine pointe. Dans le fond, c'est peut-être juste dire ça. Moi, les foundation models, ça peut paraître aussi quand même marketing, mais j'aime mieux ça dans le sens que c'est des modèles fondation qui servent de briques de base pour construire d'autres choses. Mais les modèles fondation, c'était à la mode il y a peut-être un an. On dirait qu'on en parle moins, mais j'ai pas trop aimé l'expression. Il y a eu comme un moment où on a cherché à désigner des grands modèles de langue avec des expressions un peu gonflées. Là. Ça faisait penser un peu à ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de juste IA? Parce que maintenant, on parle de merci. IA. Tout le Avant, c'était tout le temps, mais avant, notre domaine n'était pas IA, Non, c'était non, l'apprentissage automatique. Automatique, c'est vrai. Non, ça, c'est clair. Effectivement, c'est comme devenu dans la langue courante, mais tu sais, au début des années 2010, dire de l'IA, ben, tu étais old-fashioned, old school researcher. Donc, c'est vraiment un chercheur à l'ancienne qui faisait des trucs comme dans les années 80. Ça, c'était de l'IA dans les années 80. On était, nous, en apprentissage automatique. Mais là, la popularisation a fait en sorte que l'IA est redevenu comme le mot-clé. Mais je pense qu'on l'utilise, nous, comme chercheurs, quand on parle grand public, mais entre nous, on va-tu dire... Même avant, au début de mon doctorat, l'IA, je pense que même grand public, ben déjà à ce moment-là, les gens ne s'intéressaient pas tant que ça à ce qu'on faisait, mais c'était rare qu'on l'utilisait. Puis même dans des conférences d'apprentissage automatique, j'ai un souvenir d'un workshop à NeurIPS où je pense que c'était peut-être Andrew Ng puis Yann Lequin qui l'avait organisé, puis qui avait le titre Intelligence artificielle. Puis ça, c'était marquant, parce qu'autrement, le terme, on ne l'utilisait pas du tout. Là. Donc, les choses ont pas mal changé. Maintenant, c'est plus le terme, tu vois, qui n'est pas tant grand public, là, c'est l'IA générale ou AGI. Là. Oui, c'est vrai. Ça commence à diminuer maintenant. Oui, mais ça a été comme une bulle, hein, puis elle est partie. Oui, ça, c'est un terme que j'aime pas. C'est parce que, personnellement, c'est juste... C'est comme un terme. Si on utilise ce terme, ça veut dire que c'est une IA qui est générale. ChatGPT est une IA, à mon avis, qui est générale. C'est pas que c'est fantastique à tous les tâches, mais il peut faire pas n'importe quelle tâche, mais il y a un grand nombre de tâches, un nombre énommé de tâches. Donc, ça, c'est une IA générale. Si on n'a jamais eu une IA générale, c'est ça. Donc, si on veut utiliser ce mot, on doit décider que ça, c'est une IA générale. On décide que c'est pas ça parce qu'on a une idée de AGI, ça veut dire quelque chose qui est plus humaine ou plus meilleur. C'est meilleur que humaine dans un certain sens. Donc, Moi aussi, je partage la vision que c'est plus un spectre de capacité, non pas un point final. Que les gens, si tu veux prendre des chercheurs en IA puis tu veux les divertir pendant un moment, tu fais juste demander c'est quoi votre définition de l'AGI, puis là, ils sont partis pendant une demi-heure. Je pense que je vais aller faire ça la prochaine fois que je vais chez Ivado Milan. Mais il n'y a pas grand-chose de très constructif qui va en sortir de cette discussion-là. C'est une cible mouvante aussi. Hein, c'est qu'en fait, les années avancent, on n'est jamais suffisamment bon pour être général. La cible se déplace dans le temps. Puis quand on en parlait il y a 10-15 ans de l'IA, c'était quoi que les attentes que les gens avaient? Maintenant, c'est quoi les attentes que les gens ont? C'est quoi les attentes qu'on va avoir dans 10 ans? On dirait que c'est never good enough. Là. Ça bouge toujours. Ça bouge toujours vers l'avant. Puis c'est pas un enjeu. Là. C'est normal qu'on soit dans une progression. On va dire que la définition, justement, change chez les gens et change dans le temps aussi. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi la recherche. Entendre parler de la recherche, mais la recherche, c'est souvent 5-10 ans, très avant-gardiste aussi. Donc, parfois, vous arrivez, c'est vrai que votre cible est toujours mouvante parce que vous êtes toujours en avant de nous. Donc, pendant que nous, on essaie de sensibiliser les gens à adopter l'intelligence artificielle, mais les grands scientifiques qui ont même créé l'intelligence artificielle nous disent de se méfier, que ça va nous manipuler et tout. Donc, nous, on essaie de traduire tout ça pour convaincre les gens que c'est correct de l'adopter un peu proportionnel, de façon responsable, en regardant c'est quoi l'empreinte environnementale. Donc là, ça diminue un peu le spectre de jeu qu'on va avoir parce que c'est, tu sais, je riais tantôt en disant que vous êtes des rockstars, mais les gens vous écoutent beaucoup plus que, par exemple, m'écoute-moi quand je dis « Hey, ça va bien aller, adopter l'intelligence artificielle », vous allez pouvoir la débrancher après. Mais tu sais, un des grands concepts que déjà, tu sais, dans toutes les tribunes, c'est le volet souveraineté de l'IA. Mais moi, j'ai pas nécessairement la définition de souveraineté IA, puis j'imagine que vous vous faites demander est-ce que c'est possible d'avoir une IA souveraine? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que... Qu'est-ce que tu réponds à ça? Toute une conférence. C'est un peu un truc, une idée que je pose depuis un peu, là, depuis quand même un certain temps, depuis précisément peut-être le mois de janvier. Je ne sais pas ce qui est arrivé au mois de janvier. Je sais Donc, pas. C'est une éternité en IA. C'est une éternité en IA. Ah oui, c'est loin. Mais moi, ce que je dis, c'est que développer une souveraineté en IA, c'est plus l'idée en soi qu'on
qu'on est en mesure de développer de la capacité, puis de développer ça au niveau national. Puis là, on est plus dans des questions de dire, ben, les grandes compagnies sur la côte ouest américaine dominent un peu le paysage, dominaient le paysage, le dominent encore, mais je pense que cette domination-là, on voit qu'il y a des cracks dans le mur, comme on dit, on voit que c'est beaucoup moins solide, puis je pense que dans les circonstances où on peut, où on aurait intérêt probablement à développer une capacité à un plan B, à être indépendant jusqu'à un certain point, pour justement pas être soumis à des tractations, des manipulations, parce que l'enjeu, c'est ça, c'est que là, est devenu omniprésent, c'est tellement important au niveau économique en termes de développement futur. Ben, notre dépendance face à des entreprises américaines essentiellement est un enjeu. Fait que là, moi, je dis, est-ce qu'on peut la développer? Je pense que la première réponse, c'est on a le potentiel de le faire. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on peut développer une certaine indépendance, pas une dépendance totale, donc une souveraineté numérique. Est-ce qu'on devrait le faire? Je pense qu'il faudrait le faire effectivement pour avoir au moins une capacité à ne pas être totalement soumis ou du moins fragilisé ou dépendant face à certaines tractations. Ouais. Je Mais pense t'étais un peu quand un même... spectre là, de la souveraineté. Puis l'ultime qui est de dire qu'on fait tout absolument ici. Je pense qu'il n'y a aucun secteur de l'économie, en fait, où on est en mesure de faire ça dans le monde d'aujourd'hui. Donc, l'IA ne va pas échapper à cette réalité-là. Par contre, de développer ces aptitudes-là, ne serait-ce que pour aussi explorer d'autres voies, d'autres approches. Par exemple, sur le développement de centres de données qui sont peut-être un peu plus durables ou qui respectent des principes de développement durable. Tu sais, c'est des choses qu'on pourrait faire au Québec si on développait cette aptitude-là. Puis il y a des choses qui ont été faites avant qu'on peut pousser davantage. Donc, moi, je trouve ça très, très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut contribuer de façon unique. Là. Puis ça implique d'explorer un peu notre souveraineté. Là. Mais c'est drôle parce que quand les gens, ils ont vraiment dit Hugo Larochelle a choisi de revenir à Montréal, c'est comme si tu étais chez Google puis c'est la force du mal, puis là, tu as choisi Montréal. C'est comment te conjuguer avec tout ça, là? Parce que quand même, c'est... J'étais déjà à Montréal quand j'étais à Google. Je sais, mais les gens, je pense comme qu'ils l'ont... traversé la rue, Ils l'ont très loin. oublié, C'est quelques stations de métro de différence, là, mais ben, tu sais, certainement, moi, une des motivations, c'était à ce moment-là, dans la réalité, notamment politique du moment, de contribuer à un organisme local. Oui. Il y avait l'opportunité aussi parce que Yoshua passait le bâton, puis ça prenait quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Puis je me sentais équipé de mon expérience à Google, mais moi, j'ai toujours jugé qu'il y avait quand même, dans ces compagnies-là, le fait que Google a sa présence à Montréal, puis d'autres compagnies, ça fait des petits... Tu sais, moi, je prends mon expérience que j'ai acquise là, puis je pense que je peux bonifier ce que le MILA peut faire grâce à ça. Puis tu as d'autres gens qui sont partis de Google pour partir leur propre entreprise, probablement motivés et inspirés par l'ambition qu'ils ont vue dans ces entreprises-là. Ça, je trouve ça bien. Là. Ça fait partie de la recette. Là. C'est une recette complexe, ça prend plusieurs acteurs, mais pour moi, ça en fait partie. Là. Souveraineté numérique. Ben, juste pour donner une réponse un petit peu différente, moi, aujourd'hui, en tout cas des derniers jours, je m'inquiète un petit peu de questions d'un certain sens plus profondes, dans le sens que, oui, c'est vrai que si on a des modèles qui sont développés ici, mais le hardware, le matériel, on est dépendant là-dessus et ça serait pas facile si cette lien-là était coupé, et ça pourrait être coupé avec la réalité politique qu'on existe là-dedans. De jour à jour, ça peut arriver. Donc, ça, c'est une dépense, parce que ça, c'est un lien à notre futur. On sait que pour développer l'IA, présentement, ça a besoin des GPU. Et c'est fragile présentement. Il n'y a aucune capacité domestique pour fabriquer cette sorte de modèle. En fait, les États-Unis même n'ont pas une fabrication domestique de ça. Donc, on est très loin de ça. Et ça me préoccupe un petit peu. Si on veut vraiment avoir un développement de IA souveraine, je pense que ça prend ça d'un certain sens. Et je ne sais pas si c'est réaliste, pas du tout. Mais c'est sûr qu'on est dans le monde entier. Maintenant, on est 11e au monde dans l'index IA parce que c'est calculé sur l'infrastructure. Tu sais, est-ce qu'on a l'infrastructure, capacité de calcul? Est-ce qu'on a l'environnement d'innovation? Donc, tout ce mindset-là qui vient aussi avec le conseil d'innovation pour pousser les gens à faire un plus un projet tout le temps. Puis, le dernier volet, c'est les talents, la commercialisation.
Là, on a parlé souvent d'exode de talents. Les gens cherchent où sont les talents. Est-ce que vous cherchez des talents ou finalement, vous ne ressentez pas nécessairement cet exode-là? Je cherche des talents comme, par exemple, dans les étudiants? Oui, Ou, dans les oh oui, étudiants, parce toujours. que... Ouais, c'est vrai que on a une assez grande demande. On a la chance dans cette je parle de Mila parce que ça c'est mais les étudiants sont membres de Mila. On a un système d'accueil des étudiants vers Mila. Ouais, le brand de Mila est très utile pour ça. Oui, c'est Puis ça. je sais que Christian et d'autres aussi à Québec en profitent également par leur membership. Ouais. Ça, c'est quelque chose de vraiment précieux là, qui nous permet de faire ça. Mais du talent, on voudrait toujours plus. Oui. Là, donc, Toujours. puis la compétition est plus féroce qu'elle était peut-être avant, où il y avait quelques labos qui faisaient du deep learning, puis il n'y en avait pas ailleurs. Là. Ceci dit, je pense qu'on se débrouille très bien, là, mais moi, c'est plus de les garder ici, les talents après. Oui, c'est ça. Où il y a des enjeux là, qui sont très Mais il y en a criants. qui reviennent, qui traversent la rue, passer de Ouais, au Milan. Donc, ouais. ça se fait, ça se Mais fait. il était ici à Montréal, c'est ça. Mais j'aime ça. J'étais le à Boston rappeler quelques temps. Mais c'était pas difficile de me convaincre. Je pense que les enjeux aussi, la situation au niveau de l'immigration a changé par rapport au recrutement. En tout cas, ça va être intéressant de voir cette année comment ça va se passer parce que là, les États-Unis sont beaucoup moins accueillants, beaucoup moins bien perçus. Peut-être qu'on va recevoir par la bande un afflux plus important. Mais je suis d'accord, après ça, le recrutement, c'est une chose. Ça peut quand même aller. La rétention, c'est d'avoir un écosystème, un milieu qui permet en fait que les gens qui sont formés ici restent. C'est ça qu'on veut arriver. Surtout ceux qui ont un regard sur commencer quelque chose de nouveau, un start-up. Ça, c'est difficile de garder ces personnes ici. Oui. Il y a une perception dans la communauté que si tu veux faire ça, tu vas aux États-Unis, en Californie, en San Francisco pour faire ton start-up. Et c'est parce qu'il y a l'argent là. Il y a certaines... J'ai parlé de quelqu'un, je pense que c'était hier ou le jour avant, qui parle d'un étudiant qui a fait leur start-up en San Francisco. Et il disait qu'il y avait l'impression que l'argent aux États-Unis, c'est disponible ici aussi, mais il y a toujours comme... Les gens qui donnent l'argent ici au Canada, ils veulent mettre leurs mains un petit peu trop là-dedans. Oui, je comprends. Mais aux États-Unis, il y a une certaine liberté. Il y a, au moins, ça, c'est la perception. Je pense qu'il y a une relation différente face au risque. Le risque d'investir par rapport à ce qu'ils rapportent. Je pense que les Américains sont dans une situation qui vont investir beaucoup plus d'argent dans des entreprises risquées sans nécessairement garder main prise. Puis ils se disent, dans le fond, 1 sur 20 va réussir, mais ce cas-là va rapporter, va compenser pour toutes les pertes. Je pense qu'ici, il y a peut-être moins de capital et une culture plus conservatrice dans le sens, on fait attention, on ne va pas aller dans une prise de risque aussi grande. Oui. Mais ça se ressent partout dans le tissu économique aussi, tu sais, les PME, puis je peux comprendre parce qu'il y en a que c'est des très petites entreprises familiales, génération en génération. Tu habites à côté de la personne qui est dans ta capacité. Donc, tu sais, si tu prends un trop grand risque puis tu fermes boutique, mais c'est ton voisin qui a peut-être perdu son emploi. Donc, il y a peut-être cette notion de risque-là qui est, en tout cas, plus frileuse, selon moi. Tu sais, puis, tu sais, on est tous parents ici. Tu sais, je pense que... est-ce qu'on dit à nos enfants d'aller dans le domaine de l'intelligence artificielle ou on leur dit non, faites pas ça? Ben moi, ce que je dis souvent à la nouvelle génération, puis ce serait le conseil que je donnerais à mes enfants aussi, c'est que je pense que l'IA alliée à un autre domaine, c'est un moment exceptionnel actuellement pour faire ça. Parce que ça veut dire aussi potentiellement révolutionner ces autres domaines-là. Il y a des opportunités que les générations avant n'avaient pas nécessairement avec ces outils-là. Donc moi, je pense que oui. Ma fille, elle a tellement d'aisance à utiliser. Elle a 13 ans, elle a tellement d'aisance. Elle avait un espèce de faux tribunal à l'école. Là, il fallait qu'elle sorte. Elle était pour les mouvements féministes. On comprend d'où ça vient, ça. Donc, elle était pour les mouvements féministes, puis elle était contre un groupe qui était contre les mouvements féministes, puis elle avait tout fait son débat. Puis, la veille, l'autre équipe a volé sa feuille de débat pour, justement, jouer un petit peu. Puis là, je dis, « Hey, Olivia, quelle belle opportunité. Tu vas pouvoir travailler sur le caractère des gens. Tu vas pouvoir discréditer leur sens moral. » Elle dit, « Maman, j'ai juste été sur ChatGPT. » J'ai dit, « Voici mes anciens arguments. Trouve-moi des nouveaux arguments. » Donc, il y a comme cette aisance-là qui est devenue
naturel. Ouais. Mais à cause de ça, justement, le volet multidisciplinaire, jugement critique, tu sais, pour moi, ça devient important. Les grands leaders de demain, tu sais, vont être super cultivés. Mhm. Il faut qu'ils soient super cultivés, comprennent l'histoire, comprennent les religions, qu'ils en profitent pour apprendre plein de langues différentes. Puis, tu sais, je pense que ton approche aussi, toi, de ton côté, tu sais, face à l'intelligence artificielle de ta famille, Mhm. doit ressembler un peu à ça en ce Ouais. moment. Juste pour dire, mes enfants ne veulent pas rentrer dans Ah l'intelligence non, hein? artificielle, non. C'est difficile, Mais la c'est vie parce de que rockstar. moi et ma partenaire, elle aussi est dans le domaine, donc on jase beaucoup de ça à la Ah là maison, là. et donc je pense qu'ils sont tannés. Ouais. Ben, je pense que développer en tout cas un esprit de curiosité plus que jamais, là, Oui. je pense que le modèle que tu fais une formation, puis c'est ton travail pour le reste de ta vie, il y a des bonnes chances que ce soit fini, en fait, Ouais. ce type de carrière-là. Ce qui est très différent, il faut un peu changer ses attentes. Par contre, moi, je trouve ça beau, l'idée que dans ta vie, tu vas apprendre plusieurs choses, tu vas étendre tes connaissances, tu vas vivre à tous les 5 ans un genre de profession puis d'expérience de carrière qui va être complètement différente. Ça prend juste une adaptation, puis, mais autrement, moi, je trouve que c'est un beau futur, là, potentiellement, pour les prochaines générations. Ben oui. Oui, mais moi, je pense que cette génération-là a le potentiel de construire quelque chose de nouveau, Mhm. d'établir, d'explorer des façons de faire qui n'étaient pas disponibles auparavant. On l'a tous fait peut-être d'une certaine façon, mais je pense qu'il y a quand même une période de changement. Puis d'intégrer l'IA, les avancées dans différents domaines, c'est ça, c'est d'amener ces domaines-là à évoluer, à se transformer. Fait que cette génération-là peut se former puis avoir de l'impact sur ce qui va suivre. Mhm. Ça, c'est quand même important, je pense. La richesse potentielle de la vie scientifique, je pense, de cette génération-là est, Oui. je pense, incomparable, là, potentiellement. Là. C'est vrai. Puis qu'est-ce qu'on se souhaite? Dans 5 ans, dans 10 ans, là, dans 20 ans, comme vous voulez. Là. Maintenant, ça se peut qu'on vive jusqu'à 160 ans. Là. Donc, tu sais, ce serait quoi qu'on peut souhaiter? Ben, mais honnêtement, pour moi, c'est difficile de prédire le futur de loin, dans 20 ans. On a des différents éléments qui rentrent là-dedans. C'est quoi le futur de travail? Ça, c'est quelque chose que pour les enfants, ça me préoccupe beaucoup. Ça se peut qu'on va avoir un monde comme Hugo décrit, mais peut-être pas. Peut-être c'est quelque chose d'autre. Peut-être on a un monde où il n'y a pas vraiment de travail à faire utile parce que l'IA le fait. Ça, c'est une version pessimiste, mais je pense qu'on devrait rentrer dans la possibilité que ça se peut que c'est ça. Donc, je pense qu'il y a, même si c'est le cas, il y a une façon de voir le futur, ce qui n'est pas pessimiste, même si c'est le cas. On pourrait, si on réussit de distribuer l'argent d'une façon équitable, on peut tous vivre comme des riches de l'ancien siècle, dans le sens qu'on peut avoir tous les robots qui nous aident à faire tous nos travaux. Je ne sais pas si ça, c'est notre futur, mais je pense que... Donc, je ne suis pas vraiment dans une position de souhaiter quelque chose. J'aimerais travailler pour un futur qui a l'air intéressant et nous rendre une certaine... comment est-ce qu'on dit? Où il y a encore une richesse pour l'être humain d'explorer, d'avoir le mot que je cherche en anglais, c'est meaning. Oui. Le sens, Oui, le sens dans la vie. Oui. Et moi, je pense que je suis de nature relativement optimiste. Puis je pense qu'on vit des éléments quand même dans les changements qui créent une certaine angoisse. On peut parler au niveau des changements technologiques, des changements géopolitiques. Mais si, regarde, je me projette quand j'étais jeune. Je suis moyennement, un âge moyen, disons. J'ai grandi, j'étais enfant dans les années 80. Il y avait encore la notion du mur de Berlin, un peu la friction entre l'Est, l'Occident, puis le monde soviétique et tout ça. Puis là, le mur de Berlin est tombé. Là, ça a comme changé beaucoup de choses. J'avais un sentiment que c'était un peu plus paisible à un certain moment donné. Puis là, on tombe dans une situation qui est encore un peu anxiogène à certains points. Mais je pense que si je regarde ça, c'est un moment à passer, mais on se transforme. Je pense que la société se transforme. Puis je pense que faut pas... les gens sont pessimistes. Ils disent c'est tellement... Ça va mal. Ça va mal dans le monde. Là. Ça me décourage. Je pense pas que ça va si mal que ça. C'est juste que ça se transforme. Oui. Je pense qu'on le vit, puis on est peut-être à quelque part, l'IA est un élément de transformation. Il y a plein d'autres choses, mais
si on peut amener ça à ce que justement la société, puis je suis d'accord avec toi, Aaron, de dire société où on en revient peut-être à un point de vue où la vie, elle est plus, pas facile, mais elle est meilleure. Il y a un sens dans notre vie, puis en même temps, on ne fait pas face à des difficultés importantes qui nous amènent des soucis sur notre sécurité matérielle, notre sécurité de différents niveaux dans le futur. Je pense que on peut qu'améliorer l'état de la situation pour la société. Oui, j'aime l'idée de la transformation. Je pense qu'on vit un moment où ça se peut que notre notion de c'est quoi être humain doit transformer et va transformer d'une façon assez importante que peut-être on n'a jamais vécu avant, au moins dans une plus petite quantité de temps. Oui. On va voir. Mais c'est peut-être la différence avec ce qu'on a vu dans le passé, c'est la vitesse. Les choses vont à une vitesse qui sont incomparables. C'est peut-être ça le gros enjeu dans le fond. Mais tu sais, souvent, je dis, faut arrêter de penser que la vie arrête de changer. Tu sais, on est tellement investi dans la gestion du changement, comme s'il n'y a rien qui changeait dans la vie, puis on est toujours surpris qu'il y a quelque chose qui change. Je dis, arrêtez d'être surpris. On change constamment, on change tous les jours. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur où va s'en aller l'intelligence artificielle. Ce qui fait que les discours, soit plus positifs ou négatifs, souvent disent plus sur la personne qui parle que sur les réels risques ou... gérer l'incertitude comme ça, c'est difficile. C'est même pas toujours naturel pour nous. Maintenant, tu parlais d'un souhait là, pour la suite. Moi, je pense qu'on a réussi, après tout, à définir une voie où vraiment on profite des opportunités positives de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les sciences, résoudre des problèmes scientifiques qui n'ont pas été résolus avant. C'est essentiellement le souhait que je fais. Puis je pense que si on fait du travail sérieux, puis je trouve d'une certaine façon, on est bien parti parce qu'on en parle beaucoup de ces enjeux-là plutôt que les ignorer. Donc, je pense qu'on pourrait y arriver. J'ai un autre souhait, juste pour ajouter. C'est ben, j'ai un souhait. C'est qu'on règle ce problème de l'inégalité de l'argent. Et si, dans le sens que si on a le UBI en anglais, le Universal Basic Income, si on règle quelque chose comme ça, c'est ça ce que je pense que ça s'en vient. On a besoin d'avoir quelque chose et ça prend une certaine transformation de notre façon de penser de travail, façon de penser de notre système économique. Et donc, je souhaite qu'on passe à travers ça sans une grande révolution parce que... C'est quand même, l'intelligence artificielle, ça leur a ramené la notion. Je pense que c'est la première fois que l'humanité se rappelle que l'acteur principal, c'est l'humain. Je fais, ça fait quand même du bien qu'on soit rendu là. Malgré qu'on se pose plein de questions, malgré que ce soit parfois un peu trop pessimiste. Mais je suis un peu comme toi, dans l'optimisme. Je me dis, si on se pose ces questions-là, c'est parce qu'on veut chercher des solutions. Mais en tout cas, merci pour ce moment. Merci d'avoir été dans mon salon. Merci aussi de la complicité que vous avez su amener à cette discussion-là. C'était vraiment un bon moment. Merci. Merci encore. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.